Je dis aux gens, c'est qui pour toi la personne la plus importante au monde? Ah ben c'est mon père, ma mère, mon chien, mon amant, mes enfants. Non, pour chacun d'entre nous, la personne la plus importante au monde, c'est chacun d'entre nous. Si je vais bien, si vous allez bien, tout l'environnement ira bien. Alors les gens, ah mais c'est de l'égoïsme. Non, c'est de l'égocentrage. C'est le JE, pas le moi. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Bienvenue, merci d'être avec nous, commentez, partagez, vous connaissez le principe évidemment, c'est une nouvelle rencontre avec un invité que je suis très heureux d'accueillir sur les canapés parce qu'il a beaucoup à dire et il devrait écrire « Ah mais c'est déjà fait !» Ah bon d'accord, alors nous y allons, il s'appelle Christophe Bourgois-Costantini, il est installé sur les canapés. Bonjour Christophe. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous. C'est moi qui suis honoré. Vous faites partie de ces invités qui ont une gueule. Vous savez ce que c'est les invités qui ont une gueule, c'est-à-dire les invités qui marquent véritablement et qui ont une histoire, un parcours de vie très imprégné. Et alors évidemment, ça se ressent au travers des ouvrages que vous écrivez, mais vous avez ce petit côté orateur qui fait qu'on vous écoute assez facilement. Vous êtes conscient de ça ? Je viens de faire une petite promotion pour me marier avec des copains pour la sortie de mon polar et j'ai découvert que j'étais un très mauvais acteur. Par contre, j'ai conscientisé depuis 6-7 ans, et ça m'aide beaucoup dans mon travail de coach, que j'ai une voix. Oui. Je m'en suis rendu compte en passant à la radio, mais c'est difficile de le conscientiser. Un timbre. Un timbre peut-être, et certains copains pour se marrer, quand j'avais 25-30 ans, m'appelaient Lino. Je ne vois pas les points communs avec Lino Ventura, mais en tout cas, ça m'honorait, hein, ça bon. C'est sûr. Eh bien, en tout cas, c'est une belle qualité. Alors, écrivain, entrepreneur, conférencier, romancier, coach, bien sûr, et surtout un travail d'introspection depuis plus de 20 ans. J'ai fait une dépression il y a 35 ans. 35 ans. Avec un divorce qui m'a ramené, en fait, je ne le savais pas, à l'abandon de ma mère. On n'épouse jamais des gens par hasard, hein, vous savez, et là, je marchais dans la rue et il y a un type derrière moi qui me dit « Monsieur, vous allez couler ». Je me retourne, le mec en plus était un peu efféminé, etc. C'était à l'époque où j'avais des idées à la con, etc. Et il me dit « Voilà, vous avez tout dans le cerveau et vous allez vous casser la gueule. Voilà ma carte de visite, je suis ostéopathe spécialisé dans la mémoire des tissus. » Moi, j'ai un parcours d'ingénieur, hein, maths P, etc. Ce qui est lunaire. Donc, ouais. je garde la carte du mec et je me décide à faire une séance. Et la première séance, le type me tient les pieds comme ça. Il faisait que du crânien et des pieds. Et je sens en moi, Marc, comme si j'avais une chiasse énergétique, quoi. Je me vide. Je pense que je vais tomber dans les pommes. Le mec, il tient bon. Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il dit, je suis en train de parler à votre grand-mère. Enfin, les malheureuses, elles étaient mortes. Je lui dis, mais... Et il me dit, est-ce que vous n'avez pas une grand-mère qui a eu beaucoup d'enfants? Je dis, si, ma grand-mère paternelle. Elle dit, oui, je suis en train de lui dire de vous lâcher les basques. Je dis, mais vous dites quoi? Vous n'êtes pas fait pour être un ingénieur. Vous n'êtes pas fait, vous êtes un artiste, vous êtes un humaniste. Et je viens de vous dire de vous foutre la paix. Et j'étais chef d'entreprise à l'époque. Et je suis retourné au bureau, ils m'ont pris pour un fou. Et mon attitude au bureau a radicalement changé. Incroyable. Après, j'ai vu une psy géniale qui m'a donné des clés. Et c'est là que j'ai découvert ce monde formidable du développement personnel. Et je remercierai jamais assez cette femme de m'avoir quitté, en fait. On était en quelle année, là? Là, on est dans les années 98-99. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire la même chose ce fameux monde du développement personnel? Non, parce qu'il y a beaucoup de margoulins, beaucoup de coachs à la con. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat du film. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Hein. J'allais justement vous poser la question, parce que vous en parlez dans vos ouvrages. Parce que vous dites qu'il y a coach et coach. Mais bien évidemment, il y a coach et coach. D'abord, le terme est galvaudé. En football, on dit coach machin. Le coaching, c'est un art. Hein. Et moi, je pars du principe que tant que vous n'avez pas été d'abord profondément en vous-même, en tant que coach, vous ne pouvez pas aider l'autre. Et il faut une certaine expérience. Sauf que tout le monde prétend avoir fait ce travail d'introspection. Mais non, mais
Marc, je ne sais pas si vous êtes passé par là, un vrai travail d'introspection, c'est à un moment donné, vous pétez complètement le masque. Vous mettez à nu, vous apprenez à dire pardon, vous mettez à genoux devant vos gosses en vous excusant parce que vous vous rendez compte que vous avez passé transgénérationnellement des peurs et des comportements qui sont inacceptables, etc., etc. Vous êtes dans le bottom-up, vous n'êtes pas dans le top-down, vous êtes dans... Il y a un monde qui change, qui est extraordinaire. Alors ça veut dire qu'il faut avoir quoi ? Il faut avoir bouffé la nuit noire de l'âme, comme certains le disent. Il faut être tombé. Belle expression. Non mais c'est vrai. Moi, il faut je être pense... tombé au plus bas pour. Comme disent les Anglais, quitte à couler, autant couler avec la bonne cravate. Et à un moment donné, je touche le fond. Je me rappelle, je touche le fond. Non, je sais pas. Je veux pas me poser en donneur de leçons. Ce dont je me rends compte, c'est que les maîtres que j'ai eus, les gens qui m'ont inspiré, les gens que j'ai interviewés, qui avaient réussi dans la vie à lâcher prise, à être vraiment alignés, à comprendre que le but de la vie, c'est de réussir sa vie et pas dans la vie, avaient un certain âge, une certaine maturité et avaient connu certains affres dans leur vie. Ouais. Vous savez que cette phrase que vous venez de dire là, réussir sa vie, c'est réussir dans la vie, etc., etc. Bon, cette phrase-là, c'est toujours les gens qui ont réussi qui la disent. Oui, c'est vrai, parce que c'est un sentiment. En fait, on est trop aspiré par la marque, par notre position sociale, par la réussite qui est calibrée, par l'argent, par etc. Mais en fait, tout ça, c'est du bullshit. J'ai travaillé avec beaucoup de champions en coaching, etc. Et tous avaient ce point commun de se dire, en fait, le plus important que je fais comprendre à mes coachés, que ça soit un magnifique commentateur et aventurier et producteur, ou que ça soit Madame Michu à côté, comme je disais Rafael Nadal, tu n'es pas un joueur de tennis. Ah bon ? Non. Tu te sers du tennis pour mieux te comprendre. Marc, vous vous servez de vos émissions et de vos rencontres pour mieux vous comprendre, mieux vous connaître. Et ça change tout quand vous arrivez à être convaincu de ça. Moi, je suis coach, j'aide énormément de gens, mais en même temps, bien évidemment, ça me sert tous les jours à grandir. On dit d'ailleurs qu'un coach travaille plus que ses coachés, c'est normal, je fais à peu près 6 à 7 séances par semaine, donc bien évidemment. Donc c'est la résonance de ceux que vous accompagnez qui vous soigne. Oui, on les soigne et paradoxalement, ils nous font grandir. L'effet miroir. Parce que l'effet miroir, parce qu'en fait, on m'avait dit ça, je sais où j'ai fait ma formation, j'y croyais pas. Le type nous avait dit, vous verrez, tous vos coachés auront un point commun avec vous. Un point commun. Et ça loupe pas. Depuis 15 ans que je coach des gens, même il y a toujours un point commun. Toujours une névrose, toujours un truc dans l'enfance, parce que tout est dans l'enfance, bien sûr, qui fait la différence. Tu te souviens de la libération de Marc en direct sur le plateau d'ABC Talk ? Je sais pas très bien. Ça m'a pas mis bien du tout. Je te jure, j'ai sué. Marc, tétanisé, rien qu'à l'idée de monter dans un avion. En direct, sous les yeux de tous, sa phobie est tombée, nette, définitive. Vraiment, j'étais pas bien du tout Ouais. il y a 2 minutes là. Tu m'as défoncé la tête. Je sais plus. Ce soir-là, en quelques minutes, il a été libéré. Et cela a littéralement marqué les esprits. Et si c'était ton tour ? Tu arrives avec tes peurs, celles qui te bloquent, celles qui t'étouffent, celles qui te freinent, qui te font tourner en rond. Et tu repars sans aide. Total Reset, c'est pas une conférence ni un atelier. C'est vraiment une expérience de déprogrammation profonde. Une libération grâce à la fulgurance de la méthode Deeply, dont nous sommes les créateurs. Une réinitialisation inédite qui agit sur les causes inconscientes et sur les symptômes. Tes peurs, tes traumas, tes limites. Un saut quantique intérieur orchestré par la team Deeply, là où tout se réinitialise. Les peurs qui te paralysent, les blocages qui t'empêchent d'avancer, les doutes qui t'éloignent de ta vie rêvée. Une libération de tes prisons invisibles. Et c'est ça, Total Reset. Tu entres avec tes peurs, tu ressors libre, léger, reconnecté à ta puissance. Viens vivre le reset que ton âme attend depuis trop longtemps. Les places partent vite, inscris-toi maintenant, parce qu'après Total Reset, tu ne te reconnaîtras plus. Alors vous parlez évidemment, alors on va présenter parce qu'il y a plein d'ouvrages et il y a un point commun aux ouvrages que vous avez écrits. Il y a un mot qui revient en permanence, enfin 2, c'est intelligence et exercice. Ça revient en permanence, ça, dans vos écrits, dans la manière dont vous appréhendez la vie et la manière dont vous accompagnez ceux et celles. L'intelligence, on a le sentiment parfois, on se demande si dans votre enfance, ce mot n'a pas été presque un trauma.
chez vous? Bien sûr que Au point de se dire, ou de vous entendre dire en permanence mais que vous n'aviez pas d'intelligence, que vous n'étiez pas bon à ceci ou bon à cela? Pas à ce point-là, Non. Marc. Mais le trauma, c'est quoi? C'est qu'en fait, j'étais un blanc en Afrique, à Bamako. Et même si j'étais à l'école française, mon quotidien, c'est comme mon père était directeur d'aéroport, on vivait pas dans le centre-ville entre nous. Moi, mes copains, c'était vraiment Mamadou, Maïga, voilà, c'était des potes avec qui je jouais au foot, au tennis, etc. Et donc, en fait, j'ai été plongé dans ce paradoxe que j'étais soi-disant supérieur parce que je faisais des études, alors déjà par ma couleur de peau et parce que je faisais des études. Et à côté de ça, j'ai échangé avec des gamins de mon âge. Et lorsque je leur disais, mais oui, mais Armstrong il est en train de marcher sur la Lune, les mecs me disaient, cool. C'est un photomontage ton truc parce qu'il y a que Allah. Mais c'est pas le Allah qu'on connaît maintenant, c'est l'animisme. Et je les voyais quand par exemple du côté de ma famille quelqu'un était mort. En plus j'avais une mère corse, donc c'est le deuil, tout en noir, machin, le corbillard, etc. Eux ils faisaient la fête. Donc j'avais ce paradoxe d'une intelligence cadrée, mathématique, latine, et à côté de ça la vraie vie. L'intelligence de la solidarité, l'intelligence du cosmos. J'étais chez les Grecs, quoi. L'intelligence de la nature, même s'il y avait des trucs à revoir, bien évidemment. Donc, effectivement, et j'étais pas... En fait, il y a un classement qui est sensationnel, dont les gens parlent peu, qui résulte d'études sociologiques américaines. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les arborescents, dont je fais partie. Ce sont des gens qui sont très holistiques. Ils associent telle idée, telle idée, telle idée, dont vous faites certainement partie. Et vous avez les autres qui sont les séquentiels. Le séquentiel, lui, il est extrêmement guidé par réussir dans la vie, le cadre, le groupe dans lequel on se réfugie, l'augmentation, le truc. Et le séquentiel, si une loi l'emmerde, il l'outrepasse, tandis que l'arborescent, il se dit, bon, bah, il y a une loi, si elle est vraiment conne, je vais pas y obéir, mais il est plutôt... Et donc, en fait, il y a 80% de séquentiel dans cette planète. Pour 20% d'arborescents. C'est normal. C'est pour ça qu'on est envahi par l'IA, envahi par une seule intelligence, etc. Parce que c'est l'intelligence de la case, de l'ordre, de l'augmentation, c'est le truc linéaire, quoi. Alors que la vie, elle n'est pas linéaire. La vie, elle est, j'associe, j'aime beaucoup ce côté holistique, si vous voulez, des choses. Et donc, l'école Liberté A, l'école de Bamako, elle était séquentielle. Elle était séquentielle. Et moi, j'étais dans une... Quand j'ai fait maths sup, maths mé, mais c'est pire qu'une prison pour moi. Pire qu'une prison. Donc ça veut dire quoi? Vous avez fait une mauvaise orientation? Non, bah oui, enfin mon père, comme lui, il n'avait pas pu faire d'études à cause de la guerre et qu'il avait réussi quand même à être ingénieur général au forceps, bien aidé par ma maman, etc. Parce que c'était encore l'époque où les femmes aidaient beaucoup les hommes à grandir de par leur éducation, etc. Quand mon père m'a mis dans cette voie, au départ, j'ai gueulé comme un putois. Après, je me suis rendu compte que c'était des études fantastiques parce que on travaillait sur l'ontologie, sur l'anatomie comparée entre les plantes et les êtres humains, la segmentation du cœur, le temps long, comment on nourrit une plante, l'ADN, justement, on y reviendra. L'unicité d'un ADN, pourquoi tout est fait pour que la reproduction soit faite le plus loin possible d'un clan ou d'une tribu pour favoriser la mixité des gènes, etc. Et je sors donc de l'agro et en fait, je fais le premier geste de sauvegarde de la planète. C'est-à-dire, j'arrête d'être ingénieur agro au bout d'un an de coopération, tellement j'étais mauvais. J'espère que les plantes me le rendront un jour quand je serai enterré. Et là, je me dis, bon, je vais faire autre chose et c'est là que je monte ma boîte. Mais au départ, oui, quand je fais ces études-là, heureusement qu'il y a la géologie, heureusement qu'il y a la bio-végétale, la bio-animale, ces sciences-là. Mais les maths et la physique, c'était pour moi une tannée, quoi. Alors, on va voir, évidemment, dans votre accompagnement, cette dimension holistique qui est essentielle dans la manière dont les grands noms que vous avez accompagnés, que vous continuez à coacher, s'en sont inspirés. Mais il y a votre parcours de vie. Moi, je suis fasciné par les parcours de vie, les tranches de vie comme ça. La vôtre, alors, on a bien vu qu'effectivement, vous êtes né à Libreville, au Gabon. On est dans les années 60 et vous parlez d'une cassure à l'âge de 13 ans parce que visiblement il y a un truc qui se passe. Ah mais bien avant. Et d'ailleurs, j'aurais dû le raconter, ce fameux ostéopathe à la deuxième séance, il me fait du crânien, il me dit qu'est-ce qui t'est arrivé à l'âge de 13 ans? Et moi je réponds rien. En fait, j'ai été déclaré mort
Et j'ai été largué à Vincennes lorsque j'avais 2 ans. D'ailleurs, l'école de Vincennes, lorsqu'ils ont vu que j'étais né à Libreville, on est en 62, hein, ils pensent que c'est un petit black qui va arriver, donc ils sont assez étonnés. J'ai été re-abandonné à l'âge de 5 ans, puis à l'âge de 7 ans, et là j'ai fait une jaunisse tellement j'en avais marre d'être abandonné. Et l'abandon et le rejet, c'était mes blessures. Si C'est vous ça. voulez. Donc effectivement, là, il y a eu un vrai parcours. Et à 13 ans, mes parents étaient un peu inconscients, mais en même temps, on peut le voir comme un gage de confiance. Je me retrouve tout seul au collège Stanislas, interne. L'un de ceux qui nous gardaient prendra quand même 15 ans de tôle pour pédophilie, mais rien arrivé, Dieu soit loué. Avec un appartement dans le 16e, tout seul. Et j'ai vécu 1 an. J'allais voir mes parents en vacances, qui étaient à l'époque à Djibouti, je crois. Mais pendant 1 an, à 13 ans, ouais, je prenais le métro, je me faisais la bouffe. Ce qui est surréaliste Ce qui est aujourd'hui. surréaliste aujourd'hui, ouais. Mais en même temps, je peux pas leur en vouloir. Je crois que j'étais trop dans leur couple. Et je peux pas leur en vouloir. C'est comme ça, c'est l'époque. Sauf que ça, c'est engrammé. Ah, c'est engrammé à jamais, ouais. Bien sûr. C'est engrammé et c'est cette séance d'ostéo qui va vous délivrer de ça. Ouais. C'est là que je comprends qu'à un moment donné, il faut que je reprenne tout à zéro, il faut que j'arrête cette posture de merde. Après, j'ai travaillé avec un psy qui m'explique exactement, avec des sciences du comportement, ce que je dois faire, etc. Et j'apprends, non pas à pardonner, parce que qui suis-je, faut pardonner, on ne pardonne pas. J'apprends à accueillir les choses. Voilà. Donc, je suis conscient de ma blessure. Je sais que c'est l'abandon et le rejet. Donc, là, il n'y a pas de hasard. Beaucoup de mes coachés viennent me voir aussi parce qu'ils ont cette blessure. Et cette blessure arrive de temps en temps. Parce qu'une blessure, on la guérit jamais. On l'a tout le temps. Hein, mais on la voit arriver de loin. Maintenant, moi, je la vois arriver. Donc, tous les 5 ans, je m'en prends une bonne sur l'abandon et le rejet. Alors, c'est ça qui est fou, c'est que je reçois plein de gens ici qui font de l'accompagnement, évidemment, et qui préconisent des méthodes pour, allez, on peut le dire très familièrement, dégager justement ces blessures. Mais ça ne marche pas. Définitivement. Mais ça ne marche c'est pas. pipeau. C'est si pipeau. Ça, c'est encore un truc très à la française ou à l'américaine, les méthodes. Mais moi, je suis sûr que vous interrogeriez les femmes là, qui ont pris comme j'aime pour perdre 50 kilos. 6 mois après, elles en ont repris 10 ou 15. Si vous voulez, c'est à la méthode de s'adapter à l'individu. Comment je coach les gens ? Tantôt, certains, je les amène dans des musées. D'autres, je les fais jouer, par exemple, quand je coachais des champions de tennis, à l'aveugle. Je fais de la cuisine avec eux, je leur fais de la méditation. Parce que, si vous voulez, à un moment donné, c'est toujours ce côté holistique, etc. C'est à la méthode de s'adapter à l'individu. Jamais l'inverse. Et c'est ça qui rend très fort. En fait, un coach, c'est pas quelqu'un qui vous dit ce que vous devez faire. Ça, c'est de la manipulation. OK ? Un coach, c'est quelqu'un qui, auprès de son coaché, va lui dire « Essaye de comprendre par toi-même ce que tu devrais faire. » Parce que c'est beaucoup plus fort. C'est ça, en fait, ma formation. On ne donne pas de conseils. Alors, certes, de temps en temps, voilà, mais quand quelqu'un ou une femme vient se plaindre de son mari, du machin, etc., je ne vais pas lui dire « Fais ci, largue-le », c'est pas mon rôle, ça. Quand vous discutez avec des Thierry Marx, quand vous discutez avec des Kylian Mbappé, quand vous discutez avec des Raphaël Nadal, par exemple, qu'est-ce qu'il vient chercher chez vous ? Nadal, à un moment donné, si vous voulez, ce que je crois qu'il y a des, sans dévoiler trop, il y a des choses à un moment donné qu'il ne comprend pas. Et il y a un truc qui me frappe tout de suite chez lui, c'est que je lui dis « Tu ne regardes pas la balle ». Et là, il s'arrête, il me dit « Je ne regarde pas la balle ». Et il tend, etc. Et il me dit « Ah putain, je me souviens, quand j'avais 10 ans, mon oncle, Tony, me disait de me concentrer sur le son que faisait la balle. » Et je dis « Tu vois, le son, c'est combien de degrés de précision ? 360. Le regard, c'est combien de degrés de précision ? 170. Quel est le plus précis ? C'est-à-dire que Rafa, non seulement il centrait parfaitement la balle, parce que tous les sports, c'est de la musique. Le ski, j'ai travaillé avec un champion olympique qui écoutait la musique de ses skis. Non seulement il frappait parfaitement la balle, mais il entend les pas de son adversaire pour faire un passing shot. Et tout ça, pourquoi ? C'est ça qui est génial. À la fin, on finit par comprendre. Parce que son grand-père était accordeur de violon. Kylian, 3 ans de flûte traversière, personne n'en parle. Exact. Mais c'est pour ça j'ai découvert ça, je dis, c'est pour ça qu'il a une frappe incroyable. Et oui, et il a travaillé dans un orchestre. Donc il sait écouter l'autre, il sait être sur la même longueur d'onde. On pense que c'est un individualiste, bien sûr. Il est là pour réussir, c'est une star, etc. Mais il est quand même sur la même longueur d'onde. Et c'est ce que vous appelez les différentes intelligences. Oui. Qui permettent... Bien sûr. Roselyne Bachelot ?
Roselyne Bachelot, elle est incroyable par sa science encore une fois de l'art, de l'opéra, du syndrome de Florence. Elle peut pleurer devant une beauté. Elle a une sensibilité incroyable, cette femme. Hein. Une sensibilité incroyable. Alors, il y a évidemment des grands noms dans tous les ouvrages, vous verrez, vous lirez l'approche. Et on a le sentiment que quel est l'intérêt d'aller chercher justement et d'appuyer vos récits, votre accompagnement et votre expertise avec des grands noms? Valeur d'exemple. Pour moi, c'est une valeur d'exemple. Alors peut-être que ça, c'est très auto-centré, et peut-être que j'ai eu besoin d'avoir des mentors dans ma vie pour me faire avancer. J'ai eu, par exemple, le bonheur de croiser un type comme Haroun Tazieff sur la géologie, donc c'était un vulcanologue complètement dingue. Donc là, moi, j'étais là, j'ai eu un autre prof en biologie qui était complètement dingue. Et je pense qu'à un moment donné, quand les gens se disent, ah bah non, si Rafa le fait, si Kylian le fait, si Thierry Marx le fait, si la patronne d'IBM, Béatrice Kosowski le fait, si Fabien Galtier le fait, si machin, c'est qu'à un moment donné, il y a une crédibilité. Moi, je souffre d'un truc, en fait, Marc, c'est que ce sur quoi je travaille après 800 interviews, c'est ce concept des intelligences ou des hard skills ou des soft skills, à savoir qu'on vient au monde avec des intelligences différentes. La science ne le dit pas vraiment. Donc j'ai toujours les chafouins qui vont dire « Ah ouais, mais est-ce que c'est prouvé? Est-ce que tu as fait un scanner du cerveau ?» Blablabla. Très franco-français, ça. Hein. Très franco-français. Donc vrai. à un moment donné, je me dis « Écoutez les gars, moi c'est ce que me disent Rafa, c'est ce que me disent tous ces noms-là. » Donc ça me donne une forme de crédibilité. Non pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis du discours, parce que c'est en fait un discours très démocratique. C'est quand même génial de se dire, putain, je suis venu au monde avec 10 intelligences, 10 soft skills, 10 trucs, et j'en exploite qu'une, ou 2 maximum, quoi. Alors que ce sont les autres qui font la différence, parce qu'elles sont qualitatives, on les mesure pas. Alors, la question qu'on se pose sur ces grands noms, est-ce qu'ils sont devenus des grands noms parce qu'ils ont mis en exergue ces 10 intelligences dont vous parlez, ou est-ce que parce qu'ils sont des grands noms, ces 10 intelligences sont arrivées ensuite? Non, en fait, ils sont curieux. Enfin, c'est encore une autre phrase à la con française. Non, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Okay, donc eux, ils ont été explorer des choses. Vous prenez un Rafael Nadal, le gars, il se dit, moi, je vais apprendre l'anglais pour parler aux journalistes. Ben non, je vais apprendre l'anglais pour comprendre vraiment quelle est la philosophie anglaise. Donc, il lit des textes, le gars. Il lit des textes pointus, précis, etc. Alors, vous allez me dire, mais quelle est la différence quand il arrive sur le cours? Mais tout est là. Tout est là. Parce que quand vous arrivez devant une épreuve importante, qu'elle soit sportive ou entrepreneuriale, et que, au sein de vous-même, votre être, votre je, pas votre moi, votre je, vous dit, t'as tout fait? T'as tout exploré? Ok, t'as déjà gagné. Que tu perdes ou que t'as déjà gagné. C'est ça, le truc. Quand tout le monde se fout de la gueule de Rafa parce qu'il fait un rituel, mais c'est ce qu'on faisait en sortant de nos grottes. C'est-à-dire, les intelligences dont je parle là, Marc, elles existaient lorsque nous étions Homo sapiens sapiens. Vous savez pourquoi on chante des berceuses pour endormir les enfants? Et pourquoi n'importe qui, vous, moi, on pourrait endormir n'importe quel enfant? C'est parce qu'à un moment donné, on était des nomades. Ok, l'environnement était super dangereux. Il y avait des lions qui faisaient 25% taille en plus, des tribus carnivores, des trucs. On se réfugiait dans des grottes. Et on mettait un guetteur à l'entrée de la grotte qui avait pour mission de chanter toute la nuit pour éloigner le danger. Tant qu'il chantait, on pouvait s'endormir. Et pendant qu'on dormait, notre cortex préfrontal a pu se développer. Avec l'invention du feu, toute l'énergie qui était avant sur l'estomac pour digérer de la viande crue est remontée au cerveau. Et c'est ça qui a fait la différence avec les primates. C'est le fait qu'on a pu dormir. Grâce aux berceuses qui sont toujours d'actualité. Mais on savait se repérer dans l'espace. On s'en remettait à des dieux, on faisait des sacrifices. On avait une intelligence kinesthésique pour faire des couteaux, des choses, des armes. Toutes ces intelligences, mais de quel droit elles auraient disparu? Au profit d'une seule, la logique et les maths. C'est n'importe quoi. Alors, et c'est vrai qu'on a souvent, quand on parle d'intelligence ou de réaction humaine, le réflexe de se dire « Ah, mais ça, c'est une réaction, j'allais dire, assez primaire de survie ». On parle tout le temps de ce mode de survie en permanence avec le cerveau reptilien, etc., etc. Donc c'est très réducteur. Vous prenez le sens inverse de ça. Oui, il y a toujours l'intuition, bien évidemment, l'instinct qui fait qu'on respire, qu'on se reproduise, etc., etc. Mais le lâcher-prise, c'est justement de calmer un peu cet instinct. Face au danger, il y a 3 comportements. Il n'y en a pas 4, 5, il y en a 3. Je m'immobilise, je fuis, je me bats. Donc dans n'importe quelle situation, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, ok, un être humain va avoir ces 3 réactions. L'une de ces 3, ou 2 de ces 3 éventuellement.
pas une autre, d'accord ? Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faille faire tout de suite ? C'est utiliser les deux autres cerveaux qu'on a. Le cerveau limbique, siège de l'émotion, mais en fait, c'est pas un cerveau qui est là, c'est tout le corps. Il y a des cartes qui ont été faites géniales par des Finlandais qui expliquent que, par exemple, la jalousie, elle va même jusqu'au genou, quoi. C'est des zones partout dans le corps, et pas ce sacro-saint, c'est la tête qui fait tout. On est passé d'anima sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, à cogito ergo sum, je pense donc je suis. Et comme le disait Michel Serres, maintenant on est dans l'exo-darwinisme, c'est-à-dire je dépose mon cerveau dans un ordinateur. Je suis plus rien, quoi. Si mon ordinateur est en panne, c'est l'horreur absolue. Donc, mais ça, on peut rien y faire. Mais si, on peut y faire en allant chercher des outils qualitatifs, des comportements qualitatifs, non mesurables. Mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait par rapport justement aux avancées technologiques de l'IA notamment, parce que là vous dites on dépose notre cerveau dans un ordinateur, là pour le coup on le dépose. Alors on fera peut-être le lien avec mon polar, bien évidemment que l'IA sert. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, ce culte de la perfection, ce culte de la réussite, vous fait perdre de vue, c'est un exosquelette. Vous vous en remettez au regard de quelqu'un d'autre. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une motivation extrinsèque. Elle dépend d'un regard extérieur. Eh bien ça, c'est fini. La seule motivation qui vaille, c'est la motivation intrinsèque. C'est qui je suis. Vous allez quand même pas me dire, Marc, que vous avez échappé au mammouth, au cancer, aux guerres, à la peste, au choléra, etc., pour être au 21e siècle avec vos 100 milliards de neurones et pas savoir ce que vous êtes venu fondamentalement faire sur cette terre. Qu'est-ce qu'il y a ? Le nombre de personnes qui ne répondent pas à cette question, qui ne peuvent pas ou qui ne savent pas comment répondre à cette question. Qui je suis ? Oui, moi j'ai une question toute bête, c'est la première séance que je pose en coaching. Je dis aux gens, c'est qui pour toi la personne la plus importante au monde ? C'est mon père, ma mère, mon chien, mon amant, mes enfants. Non. Pour chacun d'entre nous, la personne la plus importante au monde, c'est chacun d'entre nous. Si je vais bien, si vous allez bien, tout l'environnement ira bien. Alors les gens, mais c'est de l'égoïsme. Non, c'est de l'égocentrage. C'est le JE, pas le moi. Et pas de l'égocentrisme. Et pas de l'égocentrisme. De l'égocentrage. Voilà. La nuance est importante. Alors je suis obligé évidemment de faire une petite parenthèse. Gourou, vous l'avez vu ou pas ? Non, je n'irai pas le voir. Non, mais je n'irai pas le voir. Non, c'est parce que je vais vous dire très simplement, pas par rapport au scénario. Alors, il est vrai que je ne porte pas dans mon cœur Juliette Funès. D'accord ? Il faut expliquer qui est Juliette Funès, qui évidemment dézingue le monde du développement personnel, où évidemment elle s'insurge contre toutes ces pratiques d'accompagnement et de coaching. Voilà, je devrais certainement la coacher. J'aimerais la coacher un jour pour qu'on voit son rapport à Louis. Débat extraordinaire. Un débat extraordinaire. Mais si vous voulez, moi je me mêle pas de philosophie. J'ai pas fait d'études de philosophie. Qu'elle ne se mêle pas de coaching en entreprise, parce qu'elle n'a jamais monté sa boîte comme je l'ai montée, elle n'a jamais dirigé une boîte comme je l'ai montée. Donc à un moment donné, il faut savoir parler de ce qu'on... Ça, en tant que coach, ça vous donne une légitimité ? Oui, parce que en fait, beaucoup de coachs viennent me voir pour changer de vie. 50% de ma clientèle change de vie ou redresse son entreprise. Non pas parce que je regarde les chiffres. Je dis, mais qu'est-ce qui te meut profondément dans ce que tu fais ? Qu'est-ce qui te meut profondément dans ce que tu fais ? Arrête de me dire les plans à 3 ans, 5 ans, machin, voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Quel est ton métier ? Dans une rue, vous avez 5 coiffeurs, Marc. Il y en a toujours un qui va mieux marcher que les autres. Il n'a pas été ciseau d'or. C'est simplement le gars, il se dit, je coiffe les gens pour mieux me connaître. Il a un truc en plus. C'est ça que j'apporte aux gens. Quel est votre vrai métier ? Quel est votre vrai métier ? Est-ce que votre vrai métier, c'est ce que vous faites là ? Non, c'est quelque chose de plus profond certainement encore à trouver par rapport à votre propre parcours. Et quand vous êtes aligné par rapport à ça, vous n'avez plus de concurrence et vous êtes totalement confiance en vous. Pour revenir à Gourou, je crois que c'est surtout un film qui explique un peu ce qui se fait aux États-Unis avec des grandes messes, avec des gens... On en a quelques-uns à la Tim Robbins. Ouais. Mais écoutez, s'il y a des gens pour ça, moi je respecte. Moi, je n'ai pas à juger. Est-ce que ça marche pas. En tout cas, je n'ai pas peur que ça m'enlève de la clientèle. Non, mais est-ce que ça... Parce que, encore une fois, ça ne remet pas en question le talent de Pierre Ninet et autres, parce qu'il a un véritable talent d'acteur. En revanche, on se dit que c'est, comme par hasard, un film français. Oui, mais on aurait pu l'avoir. Je pense que oui, je vois votre remarque, mais je pense que les Américains auraient pu faire, et à mon avis, ils vont acheter le scénario et ils vont l'adapter. Donc c'est plutôt bien vu de la part des producteurs. Je pense que
on est dans une période troublée, politiquement, entre autres, socialement. Et je pense qu'il y a la recherche inconsciente d'un leader charismatique et d'un gourou. Je pense on est dans la recherche d'un De Gaulle bis. Et ça m'étonne pas qu'il y ait cette concordance planétaire par rapport à des films comme ça. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de films avec des gens qui sont des rassembleurs, entre guillemets. Mais là, très clairement, comme on le disait au début de cette émission, il faut se méfier de la manipulation. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. Non seulement il faut se méfier. Alors c'est pour ça que quand on m'a tout de suite demandé, on m'a dit qu'est-ce que tu as pensé de Gourou ? Et je suis toujours un petit peu embêté parce que je suis partagé. Je suis partagé entre le fait d'effectivement se dire attention, et on est les premiers à mettre en avant en permanence des gens. Donc on sélectionne quand même et on fait très attention au public qui regarde les émissions et les gens qu'on leur propose, les accompagnants de vie, coachs, thérapeutes et autres. Et puis d'un autre côté, je suis un petit peu embêté aussi parce que je trouve qu'il y a une espèce de chasse aux sorcières en France, où on aime bien taper, casser sur des gens qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qui ont cette vraie volonté aussi d'accompagner et de faire les choses proprement, intelligemment, dans le respect, avec une certaine éthique. Voilà. Et donc je vois sur les réseaux tout le monde se dire attention, il faut attention aux grands manipulateurs, attention à ceci. Mais Anthony Robbins, je pense qu'il a fait plus de bien que de mal. Bien sûr. Mais moi, je me méfie de ces termes. J'aime pas le terme coach. Oui. Moi, je me considère plus comme un guide de vie. Mais le meilleur coach que j'ai jamais eu dans ma vie, il est berger en Corse avec 282 brebis. Et quand il vous voit, parce qu'à force d'être au contact des bêtes, il a tout compris de vous. Et bien sûr. Voilà. Donc, vous avez raison. J'ai pas dit n'importe qui peut être coach, mais beaucoup de gens peuvent l'être. Ouais. D'accord. Ouais. C'est pas parce qu'on a fait des études d'1 an ou de 6 mois pour être coach qu'on serait soit meilleur. Alors, un jour, il y en a un qui m'a dit c'est toujours intéressant parce que les coachs sont des gens qui ont plus de 40 ans et qui vont vous raconter la vie après un burn-out. C'est drôle. Oui. C'est pas toujours le cas. C'est souvent il faut, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, avoir mangé la racine. Oui, je pense. Moi. Mais encore une fois, je vous dis pas que j'ai raison. Ouais. C'est ma conception des choses. Alors, dans votre histoire, dans votre parcours de vie, parce que j'ai dit que vous étiez effectivement romancier, il y a ce livre aussi qui vient de paraître, qui s'appelle Chaîne de crime, on va y revenir. Mais que reste-t-il de Guy ? Ah ben d'abord, puisqu'on se dit tout, il y avait 3 Guy dans ma famille. Il y avait un Guy qui était mon oncle, que j'ai jamais connu, dont on disait que il était mort électrocuté. Et non. Et non, il n'est pas mort électrocuté, il a été assassiné. Exactement. Comme votre cousine. Comme ma cousine, dont j'étais très proche, puisque nous étions les 2 expatriés. Elle avait 15 ans, moi j'avais 13 ans. Et Guylaine... Et Guylaine en plus. Guylaine a été assassinée. Et moi, mon premier prénom, c'est Guy. Alors, heureusement, dès ma naissance, on m'a appelé Christophe. Alors, pour une histoire en plus rocambolesque, puisque ma mère dit « Oui, en fait, je t'ai appelé Christophe parce qu'un jour, j'ai vu un petit enfant blond aux yeux bleus qui s'appelait Christophe à Nice. » Donc, c'est là que j'ai compris que ma mère ne vivait pas avec moi, mais avec l'image de cet enfant. Mon Dieu. Non, mais oui, mais c'est comme ça, ça arrive. Donc Christophe me va très bien. Donc Guy, oui, effectivement, c'est un prénom qui porte un peu malheur dans notre famille. Donc vous avez, depuis tout petit, vous avez éludé tout de suite ? Oui, tout de suite, je suis passé à Christophe, heureusement. Au deuxième. Ouais. Sauf que sur vos papiers d'identité, il y a bien le Guy. La sécu, les passeports, les machins, c'est Guy Christophe André. Et vous n'avez pas voulu faire le changement ? Non, parce que dans une histoire familiale, Marc, on porte. Donc moi, je crois beaucoup à la transgénérationnalité. On porte ses morts, on porte ses coups durs, et il faut pas les renier. Faut les accueillir et vivre avec. Ça me gêne absolument pas. Moi, j'ai changé. Ouais, mais un jour, il faudra qu'on en parle en off pour savoir pourquoi. J'avais besoin. Et votre premier prénom, c'était Michel. Michel. Ok. Première fois que je le dis là à l'antenne. Mais très brièvement. Parce que c'est transgénérationnel, mon père se prénommait Michel, mon grand-père aussi, et depuis le XVIIe siècle, de père en fils, le premier de la fratrie de ma famille porte le prénom Michel. Comme chez les Pinault. Et moi, exactement. Et moi, j'ai cassé ça. Vous avez bien fait. Depuis l'âge de 15 ans, où j'ai dit, je vais faire Mais moi, je vous dis bravo, parce que dans mon activité et dans tout ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, je vais être un peu vulgaire, il faut dire, fuck les ancêtres, lâchez-moi les Basques. Mais vous avez tellement raison. Ah, mais bravo, je vous admire. Voilà. Bon, ça s'est pas fait simplement, mais voilà. Et donc sur mes papiers, c'est officialisé. Voilà, bref. Donc, alors, mais au-delà de l'anecdote de Guy, moi, ce qui m'a évidemment beaucoup interloqué, c'est que dans votre histoire, le Guy a une résonance et plutôt
importante et négative et traumatique, Criminel. Et je me suis dit, le fait que vous écriviez des polars, est-ce qu'on fait un lien ou pas ? Bien évidemment. Le premier polar que j'écris, qui a le prix de Beaune, après là aussi un concours de circonstances incroyable, je me rends pas compte en fait, j'écris que mon héros, qui est toujours le même héros, Thelonious, qui a un prénom de jazzman, j'explique dans ce premier polar qu'il a une sœur qui a été assassinée de 4 coups de couteau. Sauf que dans le premier polar, j'explique, on n'a pas trouvé le coupable. C'est pour ça que j'ai fait, dans ce polar-là, on le trouve. Et lorsque je referme le bouquin, il se passe un peu de temps avant que je trouve un éditeur, le Masque. Et j'en parle à ma tante, à cette malheureuse, la sœur de ma maman, qui était la maman de Guylaine, et je prends conscience que en fait, je suis en train de faire une catharsis de cette histoire. Et je dis à ma tante, qui est une femme formidable, je dis, écoute, je me rends compte, je viens d'écrire un polar, si ça te gêne, j'arrête, quoi. Je le publie pas. Elle dit, non, au contraire, fais vivre la mémoire de Guylaine, etc., etc. Et dans ce dernier polar, Guylaine, elle revient, sous la forme de Laura, et la sœur de notre héros. Et là, on va trouver le criminel, etc. Mais il y aura presque un pardon aussi du criminel. Hein. C'est-à-dire, quelque part, cette histoire nous a fait grandir. En tout cas, ça a fait grandir certains dans la famille. Quelle résonance elle a eue sur votre histoire ? Moi, ça a été terrible, parce qu'à un moment donné, d'abord, on ne savait pas d'où le coup venait. Est-ce que c'était un hasard? Est-ce que c'était une vengeance? Tu sais, je suis quand même moitié corse, hein, donc voilà. En plus, Jean Paolini, qui était le préfet de police de Paris, était un cousin de ma mère, donc on a été protégés. On savait pas d'où ça venait, alors que ça n'a rien à voir. Ça m'a définitivement amené à l'ici et maintenant, qu'on pouvait rien prévoir, parce que c'était une femme pleine de vie, qui faisait des choses sensationnelles, et du jour au lendemain, voilà, elle croise le mauvais gars qui a été libéré par Mitterrand en 83 pour bonne conduite, et qui veut la violer, elle se défend, il retourne la bombe lacrymo. Donc voilà, la vie, elle tient un fil, quoi. Voilà, c'est la grande leçon. Ce travail d'introspection qui a duré une bonne vingtaine d'années, en même temps on dit vingtaine d'années, mais c'est un chemin de vie, donc ça dure en permanence. Vous êtes le seul dans la famille à l'avoir fait ? Oui. Ouais, je suis le seul. Ouais. J'étais porteur de cette chose-là. Peut-être parce que j'ai aussi... Moi, j'avais ma grand-mère maternelle avait un don incroyable de voyance. J'ai une histoire incroyable, c'est qu'un jour, elle est à Bordeaux, à côté de sa sœur. Elle lui prend la main comme ça, elle lui dit « Ton fils vient de mourir ». Et le gars, il était à Nice, c'était un plongeur acrobatique, machin, et il a eu un accident de bagnole et il est mort. Elle avait ce truc-là. Moi, je sens ces choses-là. Je les sens chez mes coachés, je les sens dans les livres, je les sens dans les gens que je rencontre, etc. Donc, mais vous avez ça? Oui, dans mon métier, forcément, je sens les gens. Ouais. Et je me sentais un peu porteur de cette mémoire-là. En plus, le point commun entre le livre que vous me faites l'honneur de chroniquer aujourd'hui, Chaîne de crime, et mes livres passés sur les intelligences, c'est qu'il y a un côté chez moi qui travaille sur l'unicité des choses. Alors, c'est ma souffrance de fils unique, mais en même temps, donc, je m'étais inventé une sœur avec Guylaine, je m'étais inventé des frères avec mes meilleurs amis de l'époque, mais voilà, moi, je pense qu'on n'est pas unique. On n'est pas unique, on a des intelligences plurielles, et comme vous l'avez peut-être vu dans ce livre, on a des ADN pluriels. Ouais. On n'a pas qu'un seul ADN. Et c'est le tout début, à mon avis, d'une découverte formidable. Dans le livre des 10 intelligences qui changent tout, vous commencez évidemment par l'intelligence du « qui je suis ». Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Je suis un mec bien. Au jour d'aujourd'hui, je suis un mec bien. Et si je regarde le point commun dans toute ma vie, entre les abandons, mes études d'ingénieur, le fait que j'ai épousé une femme qui pouvait pas avoir d'enfants et qu'on était le premier couple en cachette à faire des enfants par mère porteuse, ma dépression, le fait d'avoir monté une boîte magnifique qui redonnait vie à des immeubles, puisque c'est moi qui avais inventé les bâches publicitaires, la société Athème, etc., qui a ramené d'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi j'ai pas de médaille des arrêts des lettres, parce que j'ai ramené à peu près 25 millions d'euros à la communauté. Le point commun, en fait, tourne autour de faire renaître. Fécondité, faire renaître. Ça, pour l'instant, c'est la tangente que j'ai. J'arrive pas à aller plus loin. Peut-être que je mourrai avec ça, mais c'est déjà un grand pas. Hein, et là-dessus, s'ajoute maintenant cette histoire d'unicité. Et je pense que c'est ce que je vais chercher en Amazonie, là, quand je vais partir. Et c'est ce que je recherche dans mes livres. Je pense qu'on n'est pas unique. Je pense qu'on n'est pas unique, et je me rapproche même de l'animisme. Je pense qu'on revit dans cette vie. On revit sous d'autres formes, mais on revit. Et je le sens. Moi, je pense que je porte quelqu'un, là.
Il y a quelqu'un qui s'est réincarné en moi. Quand je vous dis ça, on me prend pour un barré. C'est pour ça que je répète que j'ai fait maths sup, maths spé, et que je suis cartésien. Oui, ça c'est votre porte de sortie, histoire de dire... Mon échelle... Je ne suis pas un allumé ni un voilà, ouais, mais c'est fondamental. Dans toutes les autres cultures, on pense comme ça, sauf en Occident. Vous êtes ces 10 intelligences ? Je les ai pas toutes. La logique mathématique, je suis une quiche. Hein. Ça, c'est clair. Pourtant, on est ingénieur. Oui, mais je vous dis, je suis passé entre les gouttes. J'ai eu un alignement de planètes formidable. Je suis très fort en existentialité, dans tout ce qui est philosophie de vie, connexion au cosmos, etc. Je suis très, très fort en intelligence du temps, en intelligence rythmo-musicale, et j'ai des progrès à faire sur d'autres intelligences. Ouais. Mais l'essentiel, c'est pas d'avoir les 10. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est de comprendre qu'on en a une qui nous a dirigés jusqu'à présent, mais qu'on peut s'appuyer sur d'autres. Sauf qu'on a démarré avec ces 10. On a démarré avec ces 10. C'est ça qui est génial. C'est un patrimoine de dingue. C'est fou parce qu'on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est-à-dire que c'est un patrimoine de dingue. Oui, d'accord, mais on les a perdus. Mais il y a des apôtres comme vous, comme moi. On essaye de faire passer le message. Et voilà. Et il y a des gens qui y croient, qui y croient pas. Mais beaucoup de gens y croient parce qu'in fine, quand ils ont repoussé l'éléphant, ils disent... En fait, moi, beaucoup en coaching, je dis, mais raconte-moi une histoire qui te rendait heureux ou heureuse quand tu étais enfant. Et il y a une femme qui vient me voir, elle peut pas divorcer parce que son mec tient les manettes, machin. Elle s'est consacrée aux enfants, donc elle a plus de boulot. Et elle me dit, Christophe, je me vois dans le jardin de ma grand-mère, je fais de la cuisine avec une casserole, de la mousse, des vers de terre, des tout comment. Et j'ai plein de toutes mes copines autour de moi. Bilan, elle a fait un CAP de cuisine, elle a fini major, elle a ouvert un restaurant. Et elle a fait fuck à son mari. Voilà. Donc en fait, j'appelle ça les drivers de l'enfance. Dans notre enfance, souvenez-vous, on avait inventé des choses qui nous rendaient heureux et heureuses avant que l'école nous happe. Et c'est ça qu'il faille aller rechercher. Alors là, vous mettez le point évidemment sur notre système d'éducation nationale. Bien sûr. On est mal ? Ah oui, on est mal. Bien sûr qu'on est mal. Bien sûr qu'on est mal, parce qu'on ne fait pas assez de qualitatif. On ne fait que de la mesure. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Moi, je pense qu'il faudrait un modèle un peu à la finlandais, c'est-à-dire déjà pas avoir cours l'après-midi, avoir cours que le matin, avoir des profs ou on ne sait pas comment embaucher les seniors, que des seniors soient là l'après-midi pour prêter leur concours, expliquer aux enfants qui ont des difficultés, et surtout mixer des groupes différents. C'est-à-dire, toi, t'es bon en maths, viens là. Toi, t'es super fort à la course, viens là. Ah, toi, t'es passionné par Kandinsky, viens là. Toi, mixer un peu les gens pour déjà comprendre que l'autre peut avoir une intelligence différente. Mais ça n'en fait pas pour autant un ennemi, au contraire, ça fait un allié il va m'apprendre. Apprends-moi, mon voisin, apprends-moi, mon copain, apprenez-moi, mes enfants. La posture d'un père, je suis père de 4 enfants, à chaque fois, je me mettais jamais en bout de table. On faisait une tournante avec mes enfants, et c'est mes enfants qui étaient chefs de table. Et même si ma fille, là, ma fille vit avec moi, je vis avec ma fille. Ma fille vit avec moi, quand elle rentre de Penningen, et je dis, apprends-moi, Joséphine, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Même si je connais le sujet. C'est ça qui donne la confiance. C'est ça, il faut faire grandir les autres. Mais est-ce que vous avez le sentiment que, sans rentrer dans des thèses ou des discours complotistes que certains pourraient avoir, y aurait-il une vraie volonté de rabaisser le niveau en France pour être dans le contrôle de certaines personnes? Bien évidemment, ça a toujours été la problématique des élites, sans compter le fait que le ciel va nous tomber sur la tête et on l'entretient en permanence, etc. Au Canada, ils s'en foutent, que le ciel, ou en Amazonie, ou en Afrique, les gars, ils sont peace and love. Non, bien sûr, il y a une minorité qui manipule une majorité. C'est un peu ce que je dénonce dans le polar. C'est-à-dire, dans le polar, mon héros, c'est un type un peu comme moi, très holistique ou comme vous. Et il y a le FBI, il y a la politique, il y a un procureur mafieux, etc. Il y a une forme d'autorité qui manipule. Bien évidemment que l'autorité manipule. Est-ce que vous auriez aimé avoir 20 ans en 2026 ? Ah non, j'aurais aimé avoir 20 ans en 1950. Parce que là, il y avait tout à faire. Ouais, je pense, ouais. Il y avait tout à faire. Peut-être 60 même. Non, oui, 20 ans, 60. Ouais, voilà. C'est ça, 20 ans, 60. Ouais. Mais bon, je m'estime heureux parce que j'ai eu tous les courants musicaux. Je charrie souvent mes gosses. On a tout eu, nous. C'est vrai. Entre le rock, le jazz, le hip-hop, le funk, le reggae, le truc. Et d'ailleurs, tous les gosses, ils écoutent que ça. C'est vrai. Mais le jazz reste mon mur porteur. Et je le remets fréquemment dans mes polars. J'aime cette ambiance New York, jazzy, très propice au polar, avec ce flic un peu cabossé par la vie, et qui là va s'appuyer sur une jeune geek pour résoudre son enquête. Ça s'appelle Chaîne de crime, évidemment, et c'est toujours passionnant de se plonger dans cet univers. Et c'est surtout la première fois, Marc,
dans ce polar, qu'on exprime quelque chose qui revient à cette unicité dont on parlait tout à l'heure, et c'est factuel et véridique, l'ADN n'est plus une preuve absolue. Ouais, c'est ça. Mais on en est au tout début. Et dans ce polar, j'explique pourquoi. Comment est-ce que l'ADN, en fait, il y a des criminels qui peuvent être indétectables, parce qu'on n'arrive jamais à choper leur réel ADN. Et nous serions porteurs de plusieurs ADN. Ce qui aujourd'hui est le support incontournable des enquêtes policières. Ben oui, mais vous voyez, par exemple, là, il y a un type, il y a eu un violeur à Paris qui a fait plus de 250 victimes. Il a été chopé par l'empreinte de son oreille. Parce qu'en fait, il y a eu un flic, qui est génial, que je connais très très bien, qui s'est dit à un moment donné, bon, le violeur, comment il agit un violeur? Bon, ok, il va coller son oreille contre la porte pour entendre si la personne est seule. Donc ils ont fait une empreinte de l'oreille, parce que notre oreille est unique, notre sourire est unique, notre trace sur les doigts est unique, notre ADN est unique. Mais on a plein de choses qui sont uniques. Mais en fait, ça ne l'est pas donc. C'est-à-dire que vous, comme moi, comme les gens qui nous écoutent, on peut être porteur de plusieurs ADN. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans ce polar. C'est de rendre un criminel, donc notre flic va faire du jus de crâne, il va s'appuyer sur son expérience de flic, cabossé par la vie, mais en même temps, il va s'appuyer sur une jeune geek qui va craquer des fichiers du FBI pour comprendre. Ça va être c'est un cold case, donc toujours en rapport avec ma cousine Guylaine, mais même si ça se passe à New York, c'est pas du tout la même histoire. Et on va finir par choper le criminel, mais ça va être compliqué, parce que ce criminel, à chaque fois qu'il laisse une trace ADN, elle ne matche jamais. Parce que ce n'est pas son ADN. Est-ce que vous êtes allé sur place pour vivre Oui, j'étais à New York encore il y a 2 mois pour vérifier, parce que je vérifie toujours les endroits que j'ai décrits. J'ai un de mes fils qui y vit, donc j'y suis allé plusieurs fois. J'ai même fait un tour de Little Italy avec un ancien flic de la DEA qui nous a expliqué un petit peu où était né Scorsese, où était assassiné, machin, etc. Oui, j'aime que les choses soient vraies dans mes polars. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça reste un roman, mais... Ça reste un roman, c'est bien romancé, il y a une histoire d'amour, j'ai beaucoup insisté sur le combat des femmes aux États-Unis des années 70 de nos jours. Je parle d'ailleurs de l'homosexualité féminine, je parle des cold cases, je parle de toutes ces erreurs criminelles qui ont été faites aux États-Unis en enfermant des Noirs, les malheureux, sous des faux prétextes ou des faux experts qui disaient bah oui, le bout du nez, c'est... Et donc il y a heureusement des avocats qui à leur retraite ont monté un groupe, ils ont libéré je crois 17 criminels l'année dernière. Donc je parle de toutes ces choses-là si vous voulez. La ligne de fond c'est un cold case, c'est une enquête. 2 enquêtes en parallèle. Mais derrière, il y a effectivement un peu d'introspection, il y a un combat de génération entre une jeune geek et ce vieux flic, il y a la mafia, et il y a les traces ADN, et il y a ce qu'on appelle la forensique. Voilà. C'est pour ça que je dis que vous êtes assez inclassable quand même, parce que vous êtes multifonction, quoi. C'est-à-dire vous êtes assez inclassable, écrivain. Je suis pas multifonction. Ce que je fais, multipotentiel. Marc, je le fais à fond. Je suis pas quelqu'un qui c'est comme en cuisine. Ouais, moi, en cuisine, j'adore faire la cuisine. Je me suis dit, là, je vais me faire des risottos. J'en suis peut-être à mon 150e risotto. Qu'est-ce que c'est bon en plus. Voilà. Et là, tac, le risotto à la milanaise. Ouais. Ah, je défie les Italiens. Non. Là, c'est Marx. Ils m'ont appris des trucs comme d'autres d'ailleurs. Le temps, le feu, toutes ces choses-là. Mais non, la cuisine, c'est votre propre personnalité. Faut pas suivre les recettes, faut les suivre, mais en même temps, faut amener son grain de sel. Faut amener cette chose-là qui vous rend pas unique. Voilà, mon risotto, il est pas unique. Parce que je vais rajouter un peu de safran, je vais le finir au parmesan, voilà, c'est le charme de la vie, le sel de la vie. Est-ce que vous êtes réconcilié avec vous-même ? Pas encore tout à fait. C'est pour ça que je pars en Amazonie. Je pense que là, je vais me prendre une bonne baffe là-bas, et peut-être que je devrais y retourner. Oui, j'aimerais. Je vous parlais de la tangente tout à l'heure. Je voudrais aller plus loin, quitte à ce que ça fasse mal, mais je voudrais aller plus loin. Il faut souffrir pour grandir. C'est un proverbe Maasai. Et en étant accompagné. Alors, j'ai un guide qui m'accompagne dans cette tribu, mais je dois prendre toute la bouffe pendant les 3 semaines, parce qu'on m'a prévenu que, d'abord, eux, ils n'ont pas de frigo, ils n'ont pas de trucs, ils bouffent et si je bouffe ce qu'ils bouffent, c'est mort. Donc là, je vais prendre des trucs lyophilisés, etc. Mais je vais les charmer un peu comme Shere Khan, là, dans le livre de la jungle. Je vais arriver avec mon saxo et je fais « confiance ». Ça, c'est extraordinaire. Et comment vous avez sélectionné cette tribu où vous allez aller ? J'en ai entendu parler de cette tribu par un des rares types qui a pu y aller.
Il faut une autorisation spéciale du gouvernement colombien que j'ai obtenue et on va voir. On va voir ce que ça donne. Et vous allez faire tout ce qu'ils vous proposent ? Ah, je vais essayer. En tout cas, je sais déjà que je dois dormir dans les arbres, que je dois parler aux arbres, les embrasser. Les plantes ? Les plantes, qu'on doit faire des virées nocturnes pour écouter les oiseaux, toute l'animalité. Et ça, vous le faites pour vous ? Je le fais pour moi, oui. Peut-être qu'un jour, j'y amènerai des coachés. J'ai amené des codires et des comex dans des endroits incroyables. Hein. Je les ai amenés chez mon berger en Corse, là, où t'as pas de chiottes, pas d'électricité, pas d'eau, etc. Et les mecs, pendant 3 jours, à faire la tente, etc., à se faire la bouffe. J'aime ce côté, mais pas aventure, façon télévision. À chaque fois, je les coachais individuellement. Coaching d'équipe, il y a un guideline, il y a un truc qui est précis, quand même. Il y a quand même quelque chose de logique. Il y a la première intelligence. Mais derrière, c'est la découverte totale. Quand on voit évidemment tous les noms, j'aurais pu citer encore Jean Todt ou Brahim Asloum, etc., etc. Est-ce que c'est cher d'être coaché par Christophe Non. Beauvois ? Franchement, moi, j'ai rien à cacher. Je sais qu'en France, il ne faut pas dire ce qu'on gagne, etc. Moi, d'abord, le coaching, tel que c'est limité dans le temps. 10 séances. Ouais, moi, il faut qu'en 10 séances... À raison de ? J'ai fait le job. Une séance tous les 15 jours. OK, donc, c'est grosso modo 5 à 6 mois. D'accord ? Là, normalement, au bout de 10 séances, c'est plié. La personne, elle est... De temps en temps, avec les champions que j'accompagne, c'est plus long, parce que on m'appelait d'Australie à 4h du matin avant un match, etc. Donc là, je vais par exemple accompagner un type qui est champion d'Europe pour les Jeux Olympiques, s'ils ont lieu en France en 2029, je crois. Là, lui, je vais l'amener en Amazonie, parce que lui, il est aussi barré, il a besoin de comprendre. Tu sais, il fait du freeride, tu sais, il part de 4000 mètres, il saute des montagnes, etc. Non, ça coûte 160 € la séance. C'est-à-dire, en fait, le pari est le suivant. C'est est-ce que je mets 1600 balles chez Christophe pour changer de vie ou pas ? Ou déjà pour mieux me connaître ? Après, on peut faire du fine-tuning. Alors, en entreprise, c'est pas ça. En entreprise, c'est beaucoup plus cher. C'est l'entreprise qui paye. Je coach au niveau de... Je peux pas dire des noms, mais de grands noms très connus. Vous en citez, des grands noms d'entreprise. Là, je suis à 750 € de l'heure, sur facture. C'est le prix d'un avocat parisien. Voilà. Mais mon côté démocratique, c'est dire aux gens, je ne vais pas dire aux gens, payez 750 une séance. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est quand vous avez dit, au bout de 10 séances, c'est plié. Oui, c'est mon engagement. Parce que dans Gourou, tout ça, je ne l'ai pas encore vu, mais vous devez libérer les gens. Vous ne devez pas les tenir. Et quand je vois qu'il y a des gens qui voient des psys depuis 30 ans, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Quelle emprise. Le rôle d'un coach, d'un thérapeute, c'est de libérer son patient. C'est pas de faire du fric sur lui, quoi. Je comprends pas ça. Et jusque, par exemple, ceux qui vont faire des psychanalyses ou qui vont faire des... comment on appelle ça ? J'ai oublié le nom, ça me reviendra. Mais ça dure 10 ans, 20 ans. Mais moi, je ne suis pas contre qu'un de mes coachés, souvent mes coachés, d'abord, il y a plus de femmes que d'hommes. Les femmes sont beaucoup plus courageuses que les hommes. Et très souvent, elles ont un psy à côté. Ça ne me gêne pas. In fine, on arrive au même résultat. Mais moi, j'aime sentir la personne. Alors, même si je coach à distance, pendant la Covid, j'ai beaucoup coaché des gens qui allaient pas bien, qui étaient à Milborne. Là, je coach en Guadeloupe. J'ai 2 coachés en Guadeloupe en ce moment. Je peux vous dire que pour le décalage horaire, on arrive à s'organiser, etc. Dont l'une qui veut devenir sénatrice. Je lui dis, non, je veux Faucon Yaka, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous me sortez ça de votre langage. C'est-à-dire qu'on ne vient pas vous voir en disant « voilà mon objectif » ? Mais il y a une différence fondamentale entre viser un but et vouloir atteindre un but. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous dites dans le livre. Exact. Voilà. Et je le reprends dans mes points. Si je vise un but, là, il y a de fortes chances que je l'obtienne. Si je veux atteindre un but, l'univers va vous dire « papa, mon gars, tu vas attendre ». Expliquez-nous la nuance. Imaginez que demain, on part tous les deux du Havre et qu'on vise d'aller à New York. Okay, donc là, on va prendre des vivres, on va prendre les cartes, on va vérifier qu'on a les voiles, qu'on a de l'essence, etc., qu'on a tout. On vise d'aller à New York. Ok ? Là, on vise. Et puis, à un moment donné, Marc, il va dire « Putain, Christophe, j'ai complètement oublié. Il faut qu'on arrive à New York à telle date, parce que je dois appeler ma mère, ma femme, mon enfant, c'est son anniversaire. » Là, il change tout le voyage. Parce qu'il m'impose d'arriver à une date prévue à New York. Donc là, il veut atteindre New York. C'est-à-dire qu'il va créer une tension qui a lieu dans le futur et il va nous éloigner du présent. Donc on sera en déséquilibre total. Je suis attiré par le futur, je veux arriver à New York et je ne suis plus dans le présent. Tous mes champions, qu'ils soient politiques, dans le sport, je leur dis non, moi je vais vous apprendre à viser un but.
Les plus belles choses qui vous sont arrivées dans votre vie, Marc, c'est quand vous y attendiez le moins. C'est vrai. Même la naissance d'un enfant, ça. Vous pouvez faire l'amour 10 fois par jour. À un moment donné, le gosse, il décide de venir. Voilà. Et ça, c'est impossible à comprendre parce que la plupart du temps, on veut contrôler les choses. Quand vous lâchez prise, les choses, elles arrivent. J'envoie du négatif, je vais me prendre du négatif dans la gueule. J'envoie du positif, je vais recevoir du positif. C'est mathématique. Oui, ça, c'est des règles d'or, évidemment. Mais oui, bien sûr, quantique. c'est quantique. Et c'est souvent, je le dis souvent, et d'ailleurs, je fatigue la communauté quand je dis ça, c'est tellement difficile parfois. Ah, mais c'est très dur. Et moi-même, je fais des rechutes. Je ne suis pas le mec absolu, je ne suis pas le gourou. J'ai encore mes moments de faiblesse, je continue à pleurer, je continue à demander pardon, parce que ces blessures de l'enfance, elles reviennent. Et c'est comme si l'univers me testait. Voilà, il m'envoie des épreuves. En disant, on va voir si tu as progressé. Bon, c'est bon, on va te checker dans 3 ans ou dans 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un suit un enseignement de Christophe, un accompagnement de Christophe, et au bout des 10 séances, ça ne fonctionne pas? Ça m'est jamais arrivé. C'est vrai? Jamais. 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 Parce que... Tout ce qui a été visé a été atteint. Oui, le point de départ d'un très bon coaching, d'abord, c'est le coaché qui bosse, c'est de poser le truc. C'est-à-dire que la personne se dit, à partir de maintenant, plus rien ne sera jamais plus comme avant. À partir de la sortie de Chaîne de crime, mon dernier polar, plus rien ne sera jamais plus comme avant. Voilà. Je me mets dans cette mentalité-là. Et je vais accueillir tout ce qui se passe. Cette rencontre de ce jour, ma rencontre avec Anne-Lise, avec mon éditeur, avec des lecteurs, avec ma dédicace à la FNAC samedi. Voilà. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais il y a des choses qui m'attendent. Belles comme moins belles, mais je n'en ai absolument pas le contrôle. Et vous dormez beaucoup mieux comme ça. Et depuis quand vous avez cette philosophie de vie-là? Depuis ma dépression, il y a 30 ans, où je me suis dit, mais en fait, je ne contrôle rien. Quand vous avez souffert dans votre chair d'enfant, parce que toutes les blessures, c'est dans l'enfance, vous vous mettez un masque, vous ne voulez pas le voir, donc vous vous protégez derrière un masque d'ego, un masque de contrôlant, un masque de... Et dès que vous pétez ce masque, la lumière, elle arrive. C'est l'outre noir de Soulage. Même dans le noir, il y a de la lumière, quoi. C'est ça, c'est ces choses-là qui sont intéressantes, qu'il faille distiller aux gens. C'est passionnant, vraiment. Je pourrais vous. Non, mais moi, je veux votre accompagnement. On peut en parler. Il y a déjà le canapé. Non, je blague. On s'allonge pas sur un canapé chez moi. C'est face à face. Mais oui, c'est face à face. Mais en visio, on peut faire. Oui, bien sûr, bien sûr, parce que vous avez. Mais ce que je veux dire, c'est que quels outils vous avez dans votre. Parce que c'est ça qui est intéressant, parce que ça ne se base pas que sur de l'échange verbal, il y a des outils. Beaucoup sur l'échange. En fait, j'ai eu un jour un journaliste qui m'a fait un magnifique papier dans le journal du dimanche, parce que j'ai une page entière, Arnaud Ramsey, et qui me disait, toi tu écoutes le murmure des âmes. Dans l'écoute, Marc, il y a énormément de choses. Le souffle, la manière dont vous bougez vos maxillaires, la manière dont vous bougez votre stylo avec les doigts, etc. Donc, ça s'appelle la synergologie. Ça. Oui, ça, ce sont des signaux faibles déjà. Oui, non, mais après, il y a quelques exercices, bien évidemment, quelques trucs, mais qui vont dépendre de Marc. Voilà, si je sens que... Là, je suis en train de faire une séance de coaching avec un type qui est très malheureux, mais qui va de mieux en mieux, on fait essentiellement nos séances dans des musées. Je le laisse... Je lui compte qu'une heure, on s'en fout. Moi, je suis pas là. Parce que le psy, c'est aussi... on arrête. Je sais, je suis passé par là. Moi, si on tire un fil et que ça dure 10 minutes de plus, ça dure 10 minutes de plus. Quoi. Bien sûr. C'est pas la chaîne. Et je prends pas beaucoup de coachés parce que j'ai aussi besoin de mon intégrité. Bien sûr. Je fais du saxo, j'écris donc des polars, je suis passionné de cuisine, je viens d'acheter une petite maison les pieds dans l'eau au Cap Corse, donc j'adore cet endroit. Et je m'occupe de mes gosses, j'adore mes enfants, même s'ils sont grands, j'ai encore ma fille avec moi. C'est juste passionnant. Mais non, ça va très vite. Il faut, dès le départ, avoir l'envie d'eux. Est-ce que vous pensez être un bon père? Ah oui. Ah là, je le revendique haut et fort. Ouais. Super. Ah ouais. La classe. Je le vois dans l'éducation que j'ai donnée à mes enfants et le feedback de mes enfants. Même si c'est pas facile, c'est toujours une remise en question. Rien n'est jamais gagné. C'est comme dans l'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. C'est ça qui est important. Dans l'amitié, il n'y a que des preuves d'amitié. Le rêve, voilà, c'est ça qu'il faut. C'est ça qui est marquant. On va faire un plan sur les ouvrages. Évidemment, je vais tenir aussi. Oui, parce que vous savez que je donne la moitié de mes droits à la Fondation Lorette
de la recherche contre les leucémies, Ouais. parce qu'il y a un lien avec La fille de Michel Fugain. Voilà. Il y a Michel, ouais, ça vous parle. Il y a un lien avec le polar. Donc je voudrais vraiment qu'on le note. C'est à la fois un bon polar. Il se trouve que le plus, c'est que voilà, la moitié de mes gains vont... Et en plus, j'ai payé fiscalement dessus. Donc c'est complètement dingue le système français quand même. Vous faites un don à la recherche et je vais être fiscalisé dessus. Elle est pas belle la vie ? Si, avec ça. Si, avec ça. Voilà, l'ouvrage est ici, les ouvrages de Christophe qui sont ici. Franchement, c'est passionnant et c'est pas, encore une fois, un souhait en l'air comme ça. À votre disposition. Et ça sera confidentiel. Hein. Il faut 2 briser... maîtres mots dans le coaching, bienveillance, confidentialité. Ouais. Je vous fais un dernier petite interview rapide. C'est ce que j'ai appelé l'interview « Je pense jeudi ». D'abord, est-ce que ça vous parle ? Je pense jeudi. Vous pensez, vous dites ? Bah oui, non, des fois je dis et je pense après. Oui, des fois, action-réaction. Hein. Bon. Pour moi, le bien-être commence par... Soi-même. On m'a jamais répondu ça. Ouais, bien-être comme ça. Pour moi, le geste ou le rituel qui m'aide le plus au quotidien... C'est des exercices de respiration et mon saxophone. Dans mon saxophone, il y a un côté très apaisant et en même temps, il y a plein d'intelligence. Il y a l'intelligence kinesthésique, il y a l'intelligence du rythme et du son, il y a l'intelligence logico-mathématique, puisque une 9e augmentée, une 5e augmentée, une 11e diminuée, les grilles, tout ça, c'est quand même des mathématiques. Il y a également, lorsque je joue avec un bassiste, l'intelligence relationnelle. Et il y a même l'intelligence existentielle, parce que le blues, c'est la musique, et le jazz, c'est la musique des opprimés, c'est la musique des déracinés. Là, en fait, moi, j'apprends aux gens à se réenraciner, avec plusieurs racines qui sont ces intelligences. Et c'est ce que fait mon détective, d'ailleurs. Il s'enracine dans ce livre, il explique deux, trois choses quand il va pas bien, qu'il est déstabilisé par ce mafieux, etc., ou par d'autres choses, par la fébrilité de savoir qu'il va peut-être résoudre et trouver le criminel de sa sœur. Il devient fébrile, on se recentre. On écoute un morceau. Pour moi, le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, c'est... Des bisous. Moi, quand j'allais en dépression... Ma psy m'avait dit, vous faites des bisous. Vous dites tous les jours devant un miroir que vous êtes un mec bien. Et pendant que je me lavais les dents, t'es un mec bien. Tu peux aller au lit. Et je me fais des bisous comme ça. Et des fois, je me fais des bisous. Mais oui. Mais ça paraît con. Non, mais je suis d'accord. Mais le cerveau, je suis d'accord. Au même titre qu'on a dit, Marc, lève ton coude à table, lève ton coude à table, lève ton coude à table. Qu'est-ce qu'il a fait, Marc ? Il a fini par lever son coude à table. Quand on a dit à des jeunes vietnamiens ou cambodgiens qui avaient 10 ans, tu prends la Kalachnikov, tu tires sur ce mec-là, ou voilà. Donc, il y a une programmation neurologique, ok ? On peut la déprogrammer. C'est aussi une partie de mon boulot, c'est de déprogrammer. Vous êtes quelqu'un de bien. Et moi, je dis, c'est qui le mec le plus important au monde, là, mes coachés ? C'est moi, Christophe. Ok, tu peux y aller. La séance est finie. Ma plus grande source d'énergie positive sont les autres, mes enfants, les autres. L'humanité est bonne quand même, franchement. Il faut arrêter de s'arrêter sur... Les médias nous regorgent de trucs à la con, mais en fait, ça va plutôt bien. Il y a quand même beaucoup de solidarité. Vous êtes un super optimiste, hein, quand même. Hein. Bah oui. Mais la vie est superbe, quand même. Et parce qu'elle vous sourit. Non, parce qu'en fait, je vous dis, parce qu'on veut atteindre des buts et qui sont des choses qui vous rendent pas forcément heureux. Je vous dis pas qu'il faille vivre comme mon copain berger avec d'autres sources et ses brebis. Hein. Je veux dire que ça pue, ça finit par. Mais il y a un moment donné, il faut se contenter de ce qu'on est. Et voilà, la joie de se connaître, c'est dire, voilà, je suis à ma place. Mais c'est déjà une place magnifique. Déjà rien que d'être père. Hein. En ce qui me concerne, c'est plus que savoureux, quoi. C'est extraordinaire, transmettre comme ça. Hein. Non ? Voir un coaché partir... C'est sûr. Vous savez, un peu comme dans l'élixir du Dr. Webb, dans C'est Lucky Luke, où le mec, il fait ça, puis bien évidemment, c'est un comédien qui après jette sa canne et ça. Mais c'est un peu ça quand les mecs, ils repartent de chez moi. Je pense à chaque fois à Lucky Luke. Ils jettent leur canne, leur connerie, leur masque, et ils vont beaucoup mieux. Après, c'est pas fini, hein. Il faut travailler toute sa vie. Ça aussi, il faut le savoir. C'est pas parce qu'on a fait 10 séances chez Christophe ou chez Tartampion que ça y est... vous avez les bases. Vous avez les bases. Vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur le chemin, Marx. Et ça se sent. Ça y est, je suis sur le chemin. Je vais me casser la gueule, mais j'oublierai jamais que j'ai été sur le chemin. L'essentiel, c'est pas d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est de cheminer.
Une dernière. Quand je suis confronté à un défi, je me rappelle toujours que j'étais un gosse, insouciant, et qui trouvait les clés. Donc, je vais forcément trouver les clés en tant qu'adulte si je vais chercher cet enfant. Et ce petit Christophe de 13 piges, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ? Je lui parle. Moi, je lui parle, il est là, il est dans mon ventre, là. Quand je vais pas bien, je lui parle, je lui dis, ne t'inquiète pas, je suis là. Il t'arrivera rien, je suis là. C'est ça le secret, c'est de lui dire, ne t'inquiète pas, il n'arrivera rien. Bravo. Bravo. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Christophe, de cet échange ? J'aimerais pas qu'on se dise, le gars, il est passionné, donc des fois on comprend pas tout. J'aimerais qu'on se dise que je suis un mec bien, qu'on se dise que je pense pas être en mission, mais quelque part, j'ai envie de partager ce que j'ai appris. Voilà. J'ai envie de donner, j'ai envie de transmettre. Pour moi, la transmission, c'est très important, que ce soit transgénérationnel, que ce soit par l'ADN, comme dans mon polar, ou par les intelligences. Transmettre. J'aimerais être un transmetteur. J'aimerais qu'on dise ça. J'ai un exercice en coaching. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous là ? Vous êtes mort, vous êtes dans le corbillard. Il y a des gens qui traînent derrière. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent de vous ? Il y a des mecs qui vont dire que j'ai réussi. Mais non. Oui, mais c'est comme ça. Voilà. Ouais, oui, on est d'accord. Donc vous savez quoi ? Ouais. Mais c'est le pire à dire, par exemple. Vous voyez où c'est la première. Au moment où vous posez cette question, je la reçois, cette question. Vous l'auriez dit ? Direct. Oui. Mon Dieu. C'est bien cette honnêteté intellectuelle, Marc, ça vous honore. Donc c'est pas ça, c'est de dire, je suis un mec bien. J'ai tout faux. Je suis un mec bien. Voilà. J'ai réussi ma vie. J'ai peut-être pas réussi dans la vie, mais j'ai réussi ma vie. J'étais au bout du potentiel pour lequel j'étais fait. En tout cas, aujourd'hui, si tout s'arrêtait demain, et mon Dieu, que je vous souhaite le plus longtemps, mais vous pensez ça de vous ? Vous avez réussi votre vie ? Mais moi, je peux vous dire que je l'ai dit à mes enfants, j'ai déjà fait mon testament. J'ai dit, mais je peux crever demain. Surtout, vous faites pas la gueule, vous mettez un bon morceau de jazz, et puis de toute manière, je reviendrai sous une forme ou sous une autre. C'est comme le sommeil et la mort. Vous vous endormez, donc là, on est sûr qu'on se réveille, mais la mort, vous endormez. Je ne sais pas si vous allez vous réveiller ou pas, mais moi, je pense qu'un jour, on se réveille. Voilà. Et je pense que j'ai hérité d'une âme qui était très tourmentée. Je ne sais pas qui me l'a filée. Et mon rôle sur cette terre, ça a été de tailler cette âme. J'irai certainement pas au bout de l'ouvrage. À ma mort, quelqu'un va hériter d'une âme qui a déjà eu pas mal de coups de burin. À lui de finir le boulot ou à d'autres. Mais c'est comme ça pour moi que ça fonctionne. C'est très oriental, très, très africain, cette vision. C'est pour ça que j'ai pas peur de la mort. Voilà, c'est un passage. C'est un passage. Donc non, je peux mourir demain, on verra bien. Franchement, j'ai accompli déjà ce que j'avais à accomplir. C'est pas de la forfanterie, voilà, j'ai touché le chemin. Est-ce que je dois continuer plus loin ? Pourquoi pas, si Dieu me prête vie ou l'univers, tant mieux. Mais bon, ça serait pas un drame, parce que j'ai été explorer des choses. Vous savez, pourquoi j'écris sur un détective, en fait ? Parce que mon métier, c'est d'être détective de l'âme des gens. Mais j'ai d'abord été détective de mon âme. Et c'est pour ça qu'au travers de ce polar ou de ces écrits sur l'intelligence, j'aime ce côté à qui profite le crime ou quelle est la source du malheur. Donc mes polars sont puissants parce que justement ils vont chercher ça. Ils vont chercher ce côté détective, mais pas simplement de surface. Mais un détective de surface, il va se dire l'ADN est retrouvé, il matche pas. Moi j'ai voulu me dire putain, mais pourquoi il matche pas ? Pourquoi ça matche pas ? Donc juste un exemple très rapide. Aux États-Unis, vous avez une femme qui a été assassinée. Il y a l'ADN sur le corps de la femme. Cet ADN, bam, il match dans la base CODIS américaine, là où il y a toutes les... OK ? Ils ont le nom du mec. Brrr, il défile sur l'ordinateur. Sauf que le mec, il est déjà en tôle depuis 6 mois. C'est pas lui qui a pu assassiner. Qui a pu assassiner ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous des choses ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'apparence ? Et c'est ça qui m'a passionné dans l'écriture de ce polar. C'est d'aller au bout en disant, mais putain, mais en fait, l'ADN, c'est un truc magique. Mais c'est pas la preuve unique. C'est pas la preuve unique, en fait. On en revient à l'unicité. Merci, Christophe. Merci à vous, Marc. Commentez, partagez. Je sais que ça va l'être. On va lire tout ça très attentivement et on vous met évidemment tous les liens pour l'ensemble des ouvrages de Christophe. Merci à tous. On se retrouve pour une prochaine rencontre. À bientôt.